Tout de suite, j'ai le plaisir, pour démarrer, d'accueillir deux personnalités. Il s'agit, vous les connaissez, de Karine Berger, secrétaire générale de l'INSEE, polytechnicienne et ancienne députée. Également Cédric Villani, mathématicien, médaille Fields, ancien député. Merci de les applaudir. Installez-vous, asseyez-vous, voilà. Alors, on va démarrer avec vous, si vous le voulez bien, Karine, parce que, bon, évidemment, l'INSEE, quelques chiffres, ça s'impose un peu. Donc, vous allez nous donner des chiffres aujourd'hui sur la situation telle qu'elle est, ces femmes dans la tech. Où est-ce qu'on les retrouve? Où est-ce qu'on ne les retrouve pas, justement? Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Quels sont les chiffres? Les chiffres sont affolants. Les chiffres sont affolants et je pense que c'est vraiment la démarche de Systémique d'organiser une réaction. Quels sont-ils? Aujourd'hui, dans les métiers d'ingénieur, de cadres liés à l'informatique, aux sciences, il n'y a que 25% de femmes, 24%. C'est le fameux 1 sur 4. On est sur un monde qui déjà est très dominé par la présence masculine. Et quand on va à l'intérieur des spécialités, et notamment la fameuse spécialité informatique, data, on aime beaucoup les data, là on tombe à un taux de 18-19%. Pour vous donner une idée, c'est un indice de ségrégation qui fait partie des 10 métiers en France les plus faibles en termes de présence de femmes. Parmi les 10 métiers, au même titre que chauffeur de véhicule ou policier. Donc on est vraiment dans une situation où les femmes ne sont pas présentes, pas du tout présentes, dans des métiers qui construisent l'avenir. Alors ce qui est encore plus affolant en fait, c'est peut-être pas la situation actuelle qui, à la limite, est issue d'un historique qu'on ne peut plus changer. C'est ce qui arrive derrière, c'est-à-dire les filles et les jeunes femmes qui font leurs études. Alors là, on a fait, c'est les services statistiques du ministère de l'Éducation et du ministère de la Recherche qui publient tous ces éléments-là. Ils ont fait des études qui laissent sans voix. L'année dernière, on a démontré qu'à l'entrée au CP, les petites filles et les petits garçons avaient le même niveau en calcul, en chiffres, en connaissance de chiffres. Et à la sortie, c'est pas du tout pareil, c'est ça? Et à la sortie du CP, il y a 15 points de moins chez les filles de maîtrise des additions. 15 points de moins. On est sur une bascule au niveau du CP. Donc, on reviendra tout à l'heure sur les raisons, etc. Mais dès le début de l'école primaire, il y a un déséquilibre qui apparaît et qui n'existe pas avant l'entrée dans l'école primaire. C'est ça qui est extraordinaire. Et alors, évidemment, après, au fur et à mesure des années qui passent, la situation s'aggrave et on arrive en école supérieure avec au grand maximum 20% de filles dans les filières scientifiques, informatiques, etc. D'où, évidemment, la présence dans les métiers très faibles. Dites-nous juste pourquoi, alors, cette différence aussi grande à la fin de l'année. L'interprétation est donnée par beaucoup de sociologues. C'est profondément culturel. Il n'y a strictement rien de naturel dans le fait que les filles réussissent moins bien au CP que les garçons en matière de calcul, et encore moins sur la suite. C'est profondément culturel. C'est notre société, c'est notre façon de voir la place des petites filles et des petits garçons dans ce qui est d'un côté, on va dire, les aspects plus littéraires et de l'autre, les aspects plus scientifiques. Et c'est quelque chose qui est ancré inconsciemment, genré dans notre tête, et qu'on reproduit génération après génération, et qui amène à un blocage réel du vivier des jeunes femmes et des jeunes filles qui peuvent aller après, plus tard, dans les métiers en question. Alors Cédric, à partir de ce constat dressé par Karine, ça amène à penser qu'on a des inégalités donc dès la plus tendre enfance et qu'elles vont se répercuter forcément tout au long de la vie, notamment dans les carrières professionnelles. Moi, je vais commencer par rajouter sur le constat de Karine et parler du constat tel que je l'ai vécu, bien avant d'en avoir connaissance des chiffres, mais en tant que quelqu'un qui a suivi un parcours scientifique. Et la question « Où sont les femmes ?» je sais exactement à partir de quel moment elle s'est posée de façon très prégnante pour moi. C'est dans le passage du lycée à l'enseignement supérieur. Arrivé, j'étais en classe de terminale C, à l'époque où ça existait encore, majorité de filles dans ma classe. Je passe en classe prépa, 10% de filles, pas davantage. Elles avaient disparu, elles n'ont pas osé aller en prépa. Elles avaient disparu pour un certain nombre de raisons, on va y revenir. Mais ensuite, quand je suis entré à l'école normale supérieure, c'était pareil en mathématiques, à peu près 10% de femmes. Et c'était il y a un certain temps, j'ai déjà un certain âge, c'était il y a une trentaine d'années. Mais depuis les 30 dernières années, ça ne s'est pas amélioré. Il n'y a jamais eu plus dans la promotion de mathématiques
dans le concours mixte de l'école normale supérieure, il n'y a jamais eu plus que 15% de femmes. Et ces 10 dernières années, c'était plutôt entre 0 et 5% les dernières fois que je regardais. Donc là, un constat qui s'est imposé à moi. Quand je suis devenu directeur de l'Institut Henri Poincaré, avec des responsabilités, c'était quelque chose qui se rappelait à moi quasiment toutes les semaines. Il y avait quelqu'un qui venait me poser des questions là-dessus, ou un journaliste. Comment ça se fait, les femmes, et ainsi de suite. Quand j'ai été chargé de mission pour le gouvernement en 2017-2018 sur l'intelligence artificielle, là encore, pareil. Et là, cette fois, j'avais les chiffres, j'avais les constats, il y avait les études, et c'était accablant. Je ne sais plus quel est le mot qu'employait Karine. Consternant, accablant, terrifiant. Ça nous disait, bon, si on prend tout l'environnement de l'économie de la tech, l'économie numérique, on peut trouver 30% de femmes à condition de compter toutes les fonctions support, toutes les fonctions transverses. Mais en vrai, quand on regarde les métiers qui sont emblématiques, que ce soit entrepreneur ou que ce soit codeuse ou que ce soit spécialiste de cybersécurité, ça va de 10 à 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17% peut-être à la rigueur. Mais on est de l'ordre de 1 sur 6, quelque chose de terrible. On avait fixé dans le rapport une cible en quelques années à 40% et on avait des raisons et des exemples qui nous motivaient pour cibler ça. En 5 ans, les choses ne se sont pas vraiment améliorées. J'en ai eu la preuve il n'y a pas longtemps quand je présidais un jury assez prestigieux sur le plateau de Saclay. Intelligence artificielle pour la mobilité. Ça se tenait dans un laboratoire d'une entreprise prestigieuse. Il y avait des membres du jury qui avaient été donnés par 15 grandes boîtes avec une forte composante tech en France. Et le jury, la vingtaine de personnes du jury, c'était 100% masculin. Et les candidats, c'était 98% masculin. Et quand vous voyez ça, même chiffre ou pas chiffre, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit être vu comme un profond malaise. Encore plus inquiétant quand j'ai soulevé le sujet au sein du jury. Le jury a dit « Ah, tiens, oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. » Karine, oui. Une anecdote. On parle de la France de 2022-2023, c'est-à-dire de maintenant. C'est une collègue qui me l'a raconté. Elle a des enfants, elle a une fille qui est en 3e, qui adore les maths, qui est très forte en maths, qui adore l'informatique, déjà plus rare quand même, du code. Elle adore la 3e, elle adore le code. Ils sont 3 dans la classe à se détacher très fortement, une fille, 2 garçons. Eh bien, pour le week-end, le professeur de mathématiques donne des exercices en plus aux garçons et pas à la fille. Et ça, c'est la France de 2022-2023. Encore aujourd'hui. Oui. Encore aujourd'hui. Donc on a un vrai problème de transformation des mentalités. Je ne sais pas d'où ça vient, l'idée qu'il faut protéger plus les filles que les garçons de, je ne sais pas, la question de la logique, de la machine. De la machine. Mais on est vraiment sur une problématique de relation et d'image qu'on projette sur les filles. On a toutes, du côté des femmes qui ont fait des sciences, et il y en a beaucoup dans la salle, on a toutes des anecdotes ahurissantes. J'espérais, moi, je suis comme Cédric, j'ai fait mes études il y a 25 ans, j'espérais que les choses avaient changé. Elles n'ont pas changé du tout, et à vrai dire, c'est pire, parce que Cédric, exactement. Cédric, tu as dit que, et c'est vrai, de notre temps de dinosaures, on était moitié-moitié en terminale C, mais aujourd'hui, les filles qui font spécialité maths en terminale, elles sont 2 fois moins nombreuses que les garçons. Alors, on va y venir, et je vais profiter de ce que tu dis pour donner quelques causes qu'on peut identifier, même si c'est toujours dur d'aimer les choses. D'abord, comme tu l'as bien dit, on est sur un phénomène qui est culturel sans aucun doute, et ça se prouve par exemple en voyant que d'une culture à un autre, d'une région du monde à un autre, c'est pas la même chose. Le problème est bien plus fort en Europe de l'Ouest qu'en Europe de l'Est. Le problème est bien plus fort en Occident que dans tout le monde Maghreb, Perse. Et on voit aussi que le problème, quand on fait les classements, on voit que même au sein du monde occidental, la France est dans les pires. Quand vous regardez dans les enquêtes PISA sur, par exemple, sur les thermismes, mais allez, tiens, sur un sujet qui est l'anxiété face aux cours de mathématiques. Alors d'abord, la France est pour l'anxiété des garçons, la France est dans le top 3 de l'anxiété. Donc c'est un problème qui commence avant même le début du cours de maths. C'est à la porte de la salle. Comment est-ce qu'on va réagir à ça? Quand on regarde le différentiel entre l'anxiété des filles et l'anxiété des garçons, la France se classe 2e sur cet indicateur, 2e plus haut différentiel. Et quand on combine les deux, quand on fait la moyenne, on trouve pour la France le plus haut taux d'anxiété chez les gamins. Mais une fois qu'on a passé la porte de la salle de classe, le problème ne s'arrange pas. Tu parlais tout à l'heure du CP. Il y a des études incontestées qui montrent que les professeurs en classe, au niveau des écoles, de bonne foi, donnent à peu près 2 fois plus la parole aux petits garçons qu'aux petites filles. Même si le professeur est une femme, ça fait partie des choses qui sont dans la société.
Le problème est même avant la salle de classe. On a des études qui nous montrent que les familles encouragent à peu près 2 fois plus les jeunes garçons à faire des études de sciences que les jeunes filles. On a quelque chose qui est culturel et qui est extrêmement fort. On a des problèmes de représentation médiatique aussi, bien sûr. Pour l'anecdote, même si ce n'est pas juste du numérique, c'était une étude réalisée en 2015. On tapait les mots CEO, enfin l'acronyme CEO dans un moteur de recherche Google, et on regardait combien d'hommes, combien de femmes. La première femme arrivait en 96e position dans les résultats du moteur de recherche. Il s'agissait de la poupée Barbie CEO, avec sa mini-jupe, tailleur, etc., etc. Vous voyez où on en est. Ça, c'était en 2015. Alors depuis, bien sûr, les moteurs de recherche sont emparés de ça pour corriger manuellement autant qu'ils pouvaient le biais. À la même époque, il y avait un tiers des présidentes qui étaient des présidents qui étaient des présidentes à l'époque, même aux États-Unis. Donc c'est vraiment invisible. Un pied et invisible pour les femmes. Et ça touche aussi à ce que tu évoquais sur les rôles modèles ou les modèles scientifiques. On voit que malgré le fait qu'on ait tel et tel grands exemples, même dans le domaine de l'informatique, de scientifiques femmes, on a des Lovelace, la pionnière, on a des Eddie Lamar, on a Marie Keller, on a Grace Hopper. Noether. On a, alors dans les mathématiciennes, on a Émile Noether, on a... Mais qui sait que le théorème de Noether, qui est un théorème quand même fondamental aujourd'hui en matière de science et de développement de l'ensemble des connaissances des particules, c'est une femme qui l'a fait au début du XXe siècle. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc la solution, c'est d'abord une solution de langage, de contact direct, de possibilité d'aller expliquer aux jeunes femmes et aux jeunes filles que c'est toute leur place qui est là dans ces milieu-là. C'est ça, parce que je voudrais vous poser une dernière question à tous les deux. Donc les solutions, si on regarde vers l'avenir, maintenant que vous nous avez dressé le constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense, en tout cas à l'INSEE, nous, on recrute des profils scientifiques, des profils data, des profils mathématiques pour faire du code et du code de très haut niveau d'intelligence artificielle. On voit que si on ne va pas dire aux filles dans les facs, éventuellement même en terminale, on n'arrive pas à ne serait-ce que les intéresser à ça. C'est de notre responsabilité individuelle, à chacune et à chacun, d'aller discuter dans nos entreprises, dans les facs, dans l'ensemble du système productif, du fait que les filles doivent venir. Il faut aller les chercher vraiment par la main. Et ce message-là, il est porté de plus en plus par des écoles. Je sais qu'on va parler tout à l'heure de l'opération Monge, École Polytechnique. Et c'est ça. Il n'y a pas de solution, il n'y aura pas de loi qui, avec une baguette magique, nous permettra de transformer les choses. C'est à chacun et à chacune, notamment dans les entreprises, d'aller chercher ces profils-là, d'aller parler dans les classes, d'aller parler aussi aux professeurs, d'aller parler dans les facs, évidemment, d'aller parler tout simplement dans l'entreprise. Moi, je fais partie de ceux qui essayons, au sein de l'INSEE, d'aller convaincre nos cadres supérieurs d'aller faire de l'informatique féminin, d'aller faire de l'informatique, parce que la réalité, c'est que, y compris à l'intérieur des entreprises, des effets de seuil se créent, et quand dans une équipe informatique, vous avez que 15% de filles, je suis désolée, l'ambiance n'est pas la même, les blagues ne sont pas les mêmes, et les pôles en fin d'après-midi ne sont pas les mêmes. Donc c'est là-dessus, c'est notre responsabilité individuelle, et je crois vraiment que c'est la démarche très saine qui est lancée par Systémique aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine. Alors Cédric, pour vous, pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Avant d'évoquer quelques remèdes, je vais très rapidement insister sur les conséquences délétères. Mais il ne suffit pas juste de dénoncer l'inégalité, il faut ajouter qu'est-ce qu'elle a comme conséquences délétères. Tout bêtement et statistiquement, si je puis dire, un déficit de postes. Les 20 000 emplois d'ingénieurs qu'on estime qui manquent chaque année au pays, il suffirait qu'il y ait autant de jeunes femmes qui se lancent dans ces carrières que de jeunes gens pour qu'ils soient comblés. Quasiment. 2, des mauvaises ambiances, comme Karine vient de l'expliquer, des atmosphères délétères qui ont été dénoncées violemment aux États-Unis dans des ouvrages comme Reset ou Brotopia et qui pèsent sur les abandons de carrière des jeunes femmes dans le secteur 2 fois plus nombreuses pour les femmes que pour les hommes et souvent à partir de 35 ans. Troisièmement, contribution à l'aggravation des inégalités, aggravation des stéréotypes qui, à une ère de codage et d'algorithmes, se transforment aussi en outils biaisés qui donnent des résultats qui contribuent à aggraver encore ces inégalités. Les remèdes. Premièrement, c'est trivial, mais il fallait le mettre sur la table à un moment, revoir la réforme du bac qui a été loupée. Faut être que comme par hasard. Bravo. On pensait bien que vous alliez en parler quand même.
Et le sujet le plus important là-dedans, c'est pas du tout la question du cours de maths pour tous en première, qui de toute façon a été remise de mauvaise manière dans le système. C'est la question des seulement 2 spécialités en terminale qui est délétère. Vous ne pouvez pas construire un profil scientifique cohérent en choisissant seulement 2 spécialités en terminale. En pratique, plein de jeunes femmes abandonnent mathématiques en se disant c'est trop compétitif, c'est trop dur, c'est pas pour moi, préfèrent garder en tête des filières comme médecine, veto, qui en vrai sont bien plus compétitives que les filières d'ingénieurs et se ferment énormément de voies. Tant qu'on ne sera pas revenu sur cette question et 2 options qui n'étaient pas dans le projet initial de réforme, on continuera avec ce handicap. En deuxième, bonne nouvelle, il y a des exemples dans le monde, des exemples qui ont été étudiés, réétudiés par des universitaires comme Isabelle Collet, d'écoles d'ingénieurs qui, quand elles se mettent au boulot, prennent conscience et font ce qu'il faut, arrivent en 3 à 5 ans à redresser la pente. Exemple emblématique, le NTNU en Norvège ou Carnegie Mellon à Pittsburgh, qui, l'une et l'autre, quand elles y sont mises, en 4-5 ans, sont passées de moins de 10% de femmes à 39-40% de femmes. Avec une politique de recrutement, une politique de tutorat, une politique de publicité spécifique et des objectifs chiffrés, sans que ce soit forcément des quotas, des objectifs firmés qu'on affirme de manière volontariste. En troisième, une chasse impitoyable contre tout ce qui est violence sexuelle et sexiste, qui joue un rôle délétère, soit directement, soit indirectement. En quatrième, l'idée que des situations de non-mixité, comme on dit, ou en tout cas des filières ou des sas, des seuils dans lesquels on encourage à ce soit entre femmes, sont des choses qui pragmatiquement marchent dans bien des cas. Pour mémoire, l'événement qui a été le plus délétère sur la représentation des femmes en mathématiques en France, c'est sans conteste la disparition de la filière protégée École normale supérieure de jeunes filles. Du jour au lendemain, ça a fait chuter d'une manière qu'on n'a jamais récupéré le nombre de femmes dans l'enseignement supérieur en mathématiques. Je ne dis pas qu'il faut revenir à des écoles de jeunes filles, je dis qu'il y a besoin de trouver les façons de mettre les jeunes femmes en confiance, comme ça a été le cas historiquement dans les mouvements d'émancipation féministe et autres, dans des ambiances qui encouragent, avec, comme je disais, des clubs, des colloques, des SAS, ou des filières préparatoires, ou qui sait quoi. En dernier, on est face à des déterminants culturels extrêmement forts et qui s'invitent par tous les pores pour nous rappeler et nous dire de façon insidieuse la technologie c'est l'affaire des femmes, des hommes, sont les hommes qui vont engendrer l'avenir, sont les visionnaires, blablabla. Bla, bla, bla. Si vous luttez contre ça en essayant avec des projets culturels de le faire, vous n'êtes pas de taille. C'est David contre Goliath. En revanche, si vous allez en proximité, avec des actions de formation ciblées auprès des responsables et des professeurs, avec des actions de tutorat au plus près des jeunes femmes, une action qui peut se faire en contact de proximité, là vous avez des chances, et les exemples qui ont déjà été cités le démontrent, des chances de réussir. Merci beaucoup, merci à tous les deux, on peut les applaudir.